Non, moi, je crois que les trois pays, leurs ministres des Affaires étrangères se sont déplacés à Moscou pour la simple raison qu'il faut aimer celui qui t'aime, respecter celui qui te respecte, protéger celui qui te protège. Quand tu as utilisé le mot basculement sur Moscou, bon, pour moi, ce n'est pas basculement qu'ils ont tourné le dos à quelqu'un. Mais ils sont allés chez celui-là qui sait les écouter, qui les respecte, qui les prend pour des humains et non des reliquats de singes dans la savane. C'est ce que pensent certains. Donc, ils sont allés là où on les aime, là où on les respecte. Et comme nous sommes en politique internationale, en réalité, ce n'est pas une question d'amour et de respect, c'est une question d'intérêt. Ils sont allés là où ils savent que leurs intérêts sont connus, respectés et défendus. Ces pays n'avaient pas d'autre choix que d'aller à Moscou. Ils n'ont jamais décliné une invitation à Paris, à Londres, à Berlin ou à Washington. Ils n'ont jamais décliné. C'est qu'on ne les a jamais invités. Dans certaines capitales, on les trouve vraiment comme des gens à éliminer à tout prix parce qu'ils ont osé. Ils ont osé dire que, bon, nous sommes chez nous, notre pays nous appartient, notre peuple doit être libre, nous devons être propriétaires des richesses que la nature, dont la nature nous a dotés. C'était un crime chez certains. Mais si à Moscou, on trouve que c'est normal qu'un peuple soit souverain, c'est normal qu'un peuple dispose de ses richesses, donc il est tout à fait normal que les trois pays aillent à Moscou pour défendre leurs intérêts, parce qu'ici, il est question d'intérêt. Ce n'est pas une question de on n'aime pas, ou on respecte ou on ne respecte pas. Non, c'est des intérêts. Les trois pays savent que sans Moscou, je me demande s'ils auraient pu tenir, puisque les autres n'ont de cesse de multiplier des tentatives de déstabilisation avec l'aide des pays environnants de l'AES, de multiplier par un chiffre exponentiel le nombre de terroristes entre griffes qu'on leur envoie matin, midi, soir. Donc, ils n'ont d'autre choix que d'aller chez celui-là qui va les aider à combattre toutes ces calamités, toutes ces plaies d'Égypte qu'on fait pleuvoir sur ces pays innocents dont le seul crime est de vouloir être eux-mêmes pour leur population. Mais quoi qu'on dise, il s'agit d'un changement de partenaire stratégique, un alignement clair sur la Russie, ou on va dire les BRICS même. Oui, mais c'est ce que je dis, ils s'alignent sur là où ils peuvent sauvegarder, défendre leurs intérêts. Ce n'est pas de la fantaisie. Ça veut dire qu'ils ont tourné le dos aussi à un ancien partenaire stratégique. Non, c'est toi qui vois ça comme ça. Est-ce que l'ancien partenaire lui-même ne leur a pas tourné dos quand il passe tout son temps à les menacer, à leur envoyer des terroristes? Est-ce qu'on peut tourner dos mieux que ça à quelqu'un? Au moins eux, ils sont allés quelque part, mais ils n'ont pas déclaré la guerre à quelqu'un sous prétexte que c'était l'ancien partenaire. Mais l'ancien partenaire dont tu parles est en guerre permanente contre eux, avec quelques herbivores locaux autour de l'AIS. Bon, tu vois qu'on ne peut pas gérer ça. Les meilleures intentions même auront de la peine à encourager l'apaisement, la réconciliation. C'est ce que nous disons ici tous les jours, qu'il suffit de changer de discours entre responsables, on s'assied, on règle les problèmes. De l'autre côté, on ne veut pas changer de discours. On dit, tu es un esclave, tu dois être un esclave. Les esclaves doivent être esclaves à vie, éternellement. Oui, excellent. Tu as formulé ta question d'une manière, qui ne restitue pas la vérité. C'est-à-dire que, à savoir que, est-ce qu'en allant à Moscou, ces pays ne vont pas se mettre à dos leurs partenaires d'hier? Je synthétise la question. Mais non, il faut prendre les choses dans leur chronologie. Quand on a précipité des milliers de mercenaires appelés djihadistes depuis 2014 sur le Mali n'était pas encore à Moscou. Quand le président d'alors, Diakounda Traoré ou machin, a envoyé une lettre d'appel au secours, il a envoyé la lettre à Paris et non à Moscou. Quand des milliers de soldats otaniens se sont précipités pour occuper tout le Sahel, nous faisant croire qu'ils sont venus combattre les terroristes
qui sont en réalité leurs alliés, mais Moscou n'était pas là. Si ces gens avaient fait leur travail, dis-moi comment le Mali se serait retrouvé avec Moscou, avec l'appel à l'aide à lancer à chose, comment on appelle ça, le Wagner. Donc, il ne faut pas faire, faisons attention de ne pas faire croire aux gens que c'est parce que les 3 pays du Sahel se sont adressés à Moscou qu'ils se sont mis à dos leurs maîtres esclavagistes d'hier. Non. Les maîtres esclavagistes hier, qui prenaient tout cadeau dans ces pays, ont estimé que ce n'est pas suffisant, qu'il faut envoyer des mercenaires appelés terroristes, appelés djihadistes. Comment tu crois quand même que les djihadistes vont aller attaquer des pays musulmans? Moi, le peu que j'ai appris à l'école, c'est que le djihadiste, c'est quelqu'un qui travaille pour l'expansion de l'islam, pas pour tuer les musulmans. Donc, quand on veut nous faire avaler que c'est des djihadistes, ça ne tient pas, sauf dans la tête des naïfs. Quand on veut nous faire croire que c'est des terroristes, les terroristes revendiquent quoi? Ils n'ont jamais rien revendiqué, sauf les gens de la Zawad qui voulaient un territoire pour eux. Et tout cela a été suscité et encouragé par une puissance connue qui savait qu'il y a et du pétrole, et du gaz, et de l'eau, et de l'uranium, et du lithium, et de tout ce que tu veux qui est recherché. C'est lui qui a dit aux Touaregs, aidez-nous à chasser Kadhafi et puis nous on vous donne la Zawad. En réalité, les Touaregs étaient toujours au Mali depuis la nuit des temps. Ils vivaient avec toutes les autres ethnies, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Donc tout cela a été suscité et c'est ça qui a amené les désordres. C'est en désespoir de cause que les 3 pays du Sahel, décidés à devenir souverains, ont dit, même s'il faut s'allier au diable, nous on va s'allier au diable. L'essentiel c'est de chasser la censure qui nous appauvrit, qui nous ruine depuis des siècles. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont allés à Moscou que les autres sont contre eux, mais c'est parce que les autres étaient contre eux d'une manière injuste et injustifiée ils ont cherché à trouver une solution et Moscou offrait la meilleure solution. Alors là, à tous les téléspectateurs, je vous salue depuis le Burkina Faso. Eric Tankama nous a écrit également, ils sont nombreux. J'aurai l'occasion de revenir sur leur message. Donc on va reparler de ce nouveau contrat minier signé avec la Russie. Gilles, quand tu dis qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, ça suppose que Pierre et Paul faisaient la même chose équitablement et qu'en prenant à l'un pour donner à l'autre, il y a injustice. Mais nous, nos pays, en l'occurrence les pays du Sahel, nous avons tellement de problèmes, nous sommes tellement pauvres, puisque c'est les mêmes qui claironnaient partout que nous sommes les plus pauvres du monde. Alors moi, le conseil, c'est que quand tu déshabilles Pierre, mais garde son manteau, tu en as besoin. Quand tu prends le manteau de Paul, garde-le, tu n'as pas à déshabiller un pour l'autre. Il faut garder les manteaux de ces gens avec toi. Les contrats miniers. Mais attends, la Russie vient de signer les accords miniers. Certains contrats miniers, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas lus. Mais de toi à moi, est-ce qu'il y a contrat quand 1 kilo d'uranium est acheté à 80 centimes d'euros chez les Africains et à 200 euros ailleurs? Il n'y a pas de contrat. Donc, avec nos pays, il n'y a pas de contrat. Le seul contrat valable, c'est les 11 accords coloniaux. Donc, il n'y a pas de contrat. Sur la base des 11 accords coloniaux, on vient, on extrait ton minerai, et puis, par pitié, bon, tiens, 80 centimes, ça c'est pour toi. Nous, on vend ça à 200 euros. Il n'y a pas de contrat. Maintenant que les Russes sont venus, ce serait intéressant qu'on voit ce qu'il y a dans leur contrat. Mais les Russes ont besoin de quoi? Ils n'ont besoin de rien. Tout ce que les pays du Sahel ont, les Russes en ont à gogo. Mais ils font les affaires, ils font du business. Et ça m'étonnerait qu'un Russe achète à 80 centimes d'euros une matière qu'on vend 200 euros le kilo. Mais Excellence, moi, je parcours un peu le contrat. Ce n'est pas tant l'aspect financier qui m'a intéressé, mais plutôt le transfert de compétences. Dans le contrat, il est dit que progressivement, les ingénieurs nigériens vont travailler aux côtés des Russes pour progressivement prendre la relève. À un moment donné, il me semble que
là, c'est une avancée majeure dans les nouveaux contrats. Effectivement, je suis heureux que tu remarques toi-même qu'il y a contrat dans contrat, que les Africains vont gagner autre chose que l'argent, qu'ils vont gagner. Attends, aujourd'hui, la matière la plus chère qui rapporte le plus d'argent, c'est l'intelligence. Ce n'est pas les matières premières. Bill Gates vend à quelle mine d'or? Elon Musk, il a quelle mine d'or? Mark Zuckerberg, il a quelle mine d'or? C'est l'intelligence qu'on vend. Les Chinois, avec leurs voitures électriques, avec tout ce qu'ils ont. Mais ils ont quelle mine d'or? C'est l'intelligence. Si les Russes viennent et peuvent, au moins pour une fois, permettre aux Noirs d'accéder à certaines technologies, même si c'est des technologies de base, c'est déjà un grand progrès comparé à plus de 100 ans de recul dans nos pays. Ce que nos parents savaient faire il y a 60 ans, aujourd'hui, les enfants ne savent pas le faire. Parce qu'il y a un effort colossal qui a été déployé pour qu'on ne réfléchisse même plus. Et on nous donne tout, on amène tout cadeau. Et on amène quoi? Finalement, on n'amène rien. Donc si les Russes sont prêts à faire un échange de technologie, comme ils viennent de le souligner, les Chinois ont voulu un peu ruser, mais le Niger a tapé sur la table. C'est comme ça que doit agir un pays souverain. Mais avant ces trois présidents-là dans le Sahel, tu connais un président africain qui taperait sur la table face à un partenaire historique, comme on les appelle? Non, il ne peut pas. Ton phosphate au Togo, on le vendait à combien? Quand il a été question de le nationaliser pour que le Togo ait 50 ou 51%, qu'est-ce qui est arrivé? Donc il y a des exemples de tous les jours, on n'invente rien. Parce que quand nous parlons, les gens sont là, ah oui, 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 c'est eux toujours, ils dénaturent les choses, ils font, comment dire, c'est du complotisme, voilà, c'est le mot-clé, le mot fétiche. Mais on parle sur la base des faits. Donc, aujourd'hui, les Russes promettent quoi dans le Sahel? Ils parlent même d'énergie nucléaire. Oui, sans les Russes, Gilles, je te garantis que même dans 1000 ans, aucun pays noir n'aurait rêvé à ce mot nucléaire. Le nucléaire a été implanté en Afrique du Sud parce que c'est les Blancs qui dirigeaient le pays. Si c'était les Noirs, ça ne serait jamais arrivé. Donc, s'il y a ces nouveaux changements qui apportent l'espoir, qui vont permettre aux Noirs demain de réfléchir, de concevoir des technologies adaptées à leur réalité, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Voilà la différence. Laissons de côté les contrats, comme tu l'as dit, laissons l'argent, laissons les contrats, machin, mais allons à la connaissance.